Les attentes des citoyens de cette campagne électorale en prélude aux législatives du 28 avril 2019 et justement la suite du processus électoral. C'est bien la thématique retenue sur ce premier numéro de décryptage pour le compte de cette semaine. Pour faire l'exercice avec nous, c'est Stéphane Tora qu'on ne présente plus. Il est observateur de la vie politique. Face à lui, Serge Defodji, les jeunes leaders politiques. Monsieur Tora, bonjour. Bonjour Loris, bonjour aux amis auditeurs, auditrices, téléspectatrices, téléspectateurs de Eden TV et de la Diaspora FM. Content d'être sur le plateau avec mon frère Defodji. Serge, bonjour. Bonjour Monsieur Davor. Et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi. Alors, inutile de vous rappeler que la campagne électorale pour les législatives du 28 avril bat son plein, cette campagne, même si elle se veut quelque peu timide à l'entame, quelques affiches, pas encore de fil de véhicules, d'animation énorme. Vous nous direz tout à l'heure votre ressenti, votre lecture de ce démarrage de, je dirais, plus ou moins très calme de cette campagne. Est-ce parce que c'est seulement deux partis ou est-ce parce que c'est une campagne entre partis de même obédience, que la campagne se veut aussi très simple, sobre à l'entame, ou bien nous réserve-t-il ces deux partis le grand jeu, hein, les jours à venir, on y revient tout à l'heure. Mais maintenant, au-delà de cette campagne, justement, il y aura au-delà de cette campagne, justement, le grand jour, le 28 avril, où les citoyens seront appelés à renouveler, bien évidemment, ou à faire le choix pour la 8e législature. Y seront-ils vraiment aussi nombreux? C'est la question principale. Et vous voyez ce que je veux dire. Seront-ils présents aux urnes? Quand je l'intitule ainsi, c'est sans compter avec les nombreux jeunes et femmes des autres partis ostracisés, des autres partis qui n'auront pas de représentants pour les 4 années à venir. Alors, quel choix feront-ils ceux-là? Vont-ils influencer le comportement des autres? Vont-ils se replier sur eux-mêmes? Ou voilà, vont-ils opter pour la paix et peut-être entre de la semaine dernière au 28 avril, auront-ils changé déjà de veste pour se convertir en géants de la République comme les progressistes ou en républicains comme les autres? Sont cela des questions que nous aurons à aborder. Mais avant, voyons la campagne. Pourquoi est-elle aussi terne pour le moment? Merci, Monsieur Loris. Remercions également le groupe Eden TV d'avoir mis ce thème-là pour non seulement accompagner le climat de la paix, mais également appeler chacun à assumer sa citoyenneté. La campagne, parlant de la campagne, il ne faudrait pas qu'on oublie que avant même le lancement de cette campagne, il y avait une situation de crispation de la vie publique et de la vie politique dans le pays. Et c'est normal quand nous sommes dans une société et que, bon, on sent que des frères sont quelque part pas d'accord avec ce qui est en train d'être lancé ou bien ce qui est lancé. C'est normal de répondre à cette douleur-là, de partager avec eux cette douleur, sans oublier que, quelles que soient les circonstances, nous irons inévitablement aux élections. Donc, en tout début, c'est normal, les états-majors n'étant pas suffisamment prêts pour pouvoir pulluler sur toute l'étendue du territoire national, nous devons comprendre aussi que ce début constitue quelque peu
une préparation. Non, mais les deux partis en lice ne devront plus être surpris par cette campagne. Parce non, c'est pas quelque chose de... ce n'est pas une surprise. Ils étaient homologués, ils devront s'y attendre. Ce n'est pas une surprise en quelque sorte. Ils étaient homologués, d'accord. Mais il y avait entre-temps de balbutiements où on se disait... qu'il y avait des atermoiements. Voilà, on se disait, est-ce que ça aura, la campagne serait lancée ou bien il y aurait report. Donc, attendant une solution par rapport à ce doute-là, les gens peut-être ont un peu adouci les préparatifs et peut-être surpris par le fait que effectivement les choses iraient dans ce qui a été programmé. Donc, le début, en quelque sorte, explique cette préparation-là. On ne peut que dire ça, puisque nous ne faisons pas partie de cet état-major-là. Et nous avons la vraie raison, ou peut-être parce que c'est un jeu, parce que c'est un jeu entre partis de même obédience, même couleur. On se dit ce ne serait pas aussi corsé, puisque ce sont, vous le savez, des gens qui, avant la constitution de ces deux blocs, partageaient les mêmes idéaux, partageaient une même famille, mouvance. N'est-ce pas la principale raison qui rend plus sobre ce début de campagne? Bon, à mon avis, je ne pense pas que ça soit une raison si valable. Moi, plutôt, je fais la lecture souvent deux angles. Primo, cela augure de la sincérité du BNP, d'accord, à aider pour aller aux élections inclusives. Ceci dit qu'ils avaient fait un jeu franc et ils voulaient réellement qu'on aille... Maintenant, c'est tout sauf inclusif, mais on n'y est plus. On n'y est plus, oui, tout à fait. Mais c'est pour dire que, donc, suivant le premier angle, ils ne se sont pas préparés parce qu'ils se sont dit qu'à coup sûr, il y a quelque chose qui... Voilà, il aura une légère modification. Donc, ça témoigne juste de la sincérité du chef de l'État, de la sincérité du BNP à trouver une solution pour la sortie de crise. Maintenant, suivant le second angle, c'est quoi? Moi, j'ai pu comprendre que les deux partis en lice veulent faire la campagne à la Talon. Vous n'êtes pas sans savoir que M. Talon n'aime pas végéter dans les flaflas. Exactement, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils veulent tourner dos au meeting, au grand meeting, et pour aller à la base rencontrer les gens par groupe de 20-20, de 300 tambours ni trompettes. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Sinon, je vous rassure que la compétition sera rude. Puisque nul ne veut être sur la liste pour ne pas réussir. Tous ceux qui se sont retrouvés sur la liste, même si c'est par accident ou par erreur, aujourd'hui, leur vœu le plus cher, c'est de se voir à l'Assemblée nationale. En tant que tel, ils savent que c'est les unes qui vont les départager. Donc, en tant que tel, ils se donnent les moyens pour le faire. Et quand moi j'ai fait un tour à Cotonou, en tout cas j'étais quand même dans certains états-majors, j'ai compris que les choses se préparent et du jour en jour, les choses vont changer. C'est comme avant, il n'y a que deux. Soit mais deux, c'est quand même plusieurs. C'est l'autre état-major, l'un ou l'autre. Oui, donc c'est que je veux dire que je suis avec mes amis de la 6e circonscription, mais également dans ma circonscription d'origine, la 10e circonscription, et je peux vous rassurer, voilà, je peux vous rassurer de ce que les choses ont démarré et beaucoup de choses se préparent. Et dans les jours, à partir d'aujourd'hui, demain, après-demain, vous allez constater que effectivement, vous allez constater l'effervescence de cette campagne électorale. Cette campagne-ci ne sera-t-elle pas la moins onéreuse de l'histoire du Bénin, l'histoire politique du Bénin? Bon, je ne pense pas. Je vous ai dit tout à l'heure que même si ce n'est pas erreur, vous vous retrouvez sur la liste, c'est que votre vœu, c'est d'être élu député. Par conséquent, il n'aura pas du cadeau. Il aura véritablement un combat. Est-ce que cette campagne-ci nécessite même de mouiller davantage le maillot? Si.
Mais il faut aller convaincre les gens. Rien n'est gagné d'avance. Jusqu'ici, rien n'est gagné. Pour l'autre partie, c'est une élection. C'est une élection. Il faut être dans le secret de Dieu pour maîtriser déjà ce qui va se passer. Donc, du coup, il faut beaucoup mouiller le maillot. Il faut se diranger. Ce n'est pas aussi aisé que ça. Pas comme auparavant, parce que chaque parti n'a qu'un adversaire maintenant. Or, par le passé, chaque circonscription était partagée par une cinquantaine de ténors qu'il fallait convaincre par des arguments, des stratégies, des sacs de riz, des billets de banque et autres, ce que je n'encourage pas, rassurez-vous. Je ne fais que dire ce qui se passait, ce à quoi on assistait par le passé. Donc ici, le cas actuel, c'est que chaque candidat n'aura qu'un adversaire. Je suppose que vous partagez votre glaçon natale avec Stéphane Toha. Alors vous n'aurez cette fois-ci qu'à convaincre de ce que vous êtes le meilleur choix. Ce n'est qu'un exemple, il n'est pas candidat, je précise. Vous n'êtes pas non plus candidat. Ce n'est qu'un exemple. Or, par le passé, en dehors de Stéphane Toha, il fallait convaincre d'autres challengers de taille. D'autres challengers de taille. Il fallait tel parti, ce parti, Y parti, Z parti. Donc c'est ce qui me fait dire que cette campagne-ci sera la plus facile. Mais le travail ne serait pas aussi aisé comme vous le pensez. Non, non. Je vous rassure que ce qui se passe sur le terrain, d'abord, nous avons quitté, je dirais, une petite crise électorale. Du coup, il y a beaucoup de choses à repérer. Il y a beaucoup de vérités qu'il faut restaurer. Parce que les gens ont pris le temps à intoxiquer le peuple, à leur cacher la vérité. Et c'est le moment pour les candidats, non seulement avant d'aller dire, bon, venez voter pour moi, ils vont quand même éclaircir un certain nombre de points d'ombre aux populations. Voici ce qui s'est passé. Maintenant, dans l'atmosphère, dans les circonstances, c'est ce qu'il nous faut. Vous allez prendre telle direction pour avoir telle chose. Ce n'est pas aussi aisé que ça. Encore que, il y a des menaces, il y a des gens animés par des esprits de va-t-en-guerre qui, jusque-là, continuent par dire qu'il n'aura pas d'élection. Je précise, je prends l'exemple de la 6e circonscription électorale, par exemple. Par le passé, il fallait, par exemple, affronter, je veux dire, des ténors, des géants, pour faire usage du concept des progressistes, des géants comme Valentin Roulet, Claudine Aviaville, bien sûr, et ce n'est pas tout. Et bien d'autres, peut-être, Baramansi et autres. Voyez-vous? Mais maintenant, le terrain est tellement déblayé qu'il n'y a que, chaque fois maintenant, pour chaque parti, il n'y a qu'un ténor. Mais il y a l'autre. Mais justement, quand je prends l'exemple là, si je m'en tiens déjà à votre exemple, il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez la liste du Bloc républicain, il n'y a que des jeunes. Le CA Nathanaël Soupoueke, le jeune Crescent Agossou et autres. C'est la nouvelle génération face à l'ancienne. Donc, aujourd'hui, les anciens ne vont pas oublier. Ah, mais si on ne se met pas véritablement dedans, mais ces jeunes rapidement peuvent nous donner le pion. Mais il n'y a plus tous les anciens, il n'y a plus tous les ténors. Il n'y a plus tous les anciens, mais ce que vous dites, je vous comprends aisément. La lutte ne serait pas exactement comme avant, mais ce qui est sûr, il y a une lutte. Et il y a une lutte, et je peux vous rassurer que hier, par exemple, nous on est rentré à 4 h du matin. Oui, non. Je vais dire, je suis rentré aujourd'hui à 4 h du matin. Et on était sur le terrain. Si tant est que la lutte était aussi facile, on ne serait pas en train de se déranger tant. Et c'est parti pour 2 semaines. Oui. Donc c'est un lourd travail qui est en train d'être fait. La lutte sera beaucoup plus corsée au niveau des arguments pour convaincre peut-être la catégorie des déçus, la catégorie des révoltés, la catégorie de ceux privés de vote, enfin entre griffes, ceux dont on a privé maintenant les représentants de prendre part à cette 8e législature. La lutte sera à ce niveau sera plus à ce niveau que sur le terrain politique, justement. Il faille maintenant convaincre les autres. Cette catégorie a opté maintenant pour les 2 partis en liste. Justement, et ce n'est pas un travail aisé. Vous avez vu, vous-même, vous venez de dégager le fait qu'il faut aller convaincre encore cette partie qui est jusque-là. Avant, il y avait cette lutte, certes, et il y avait maintenant le terrain à conquérir. Mais tout est encore là. Il y avait et les leaders encore qu'ils ne se sont pas encore beaucoup préparés. C'est maintenant qu'il faut aller convaincre l'électorat. Ce n'est pas aussi aisé que ça. Ils ne vont pas l'entendre de cette oreille. Je vous rassure. Parce que les républicains et les progressistes ont sur tous les plateaux de ce pays
clamer fort qu'ils étaient tellement préparés que c'était l'opposition qui passait son temps. Et maintenant, nous dire maintenant que parce que... C'est la tentation de crise qui a fait que... Nous dire maintenant que parce qu'ils attendaient une probable modification du calendrier, que ce fait explique leur non-préparation à cette campagne. Non, mais là, ce serait comme revenir... se contredit. Non, mais c'est pas exactement ça. Ils ont abandonné tant soit peu leur état-major. Ils étaient les plus préparés, Stéphane Toura. On les a suivis sur ce plateau et ailleurs. Oui, ils étaient les plus préparés. Ça, on ne peut pas dire non. Ce qui leur a valu la validation de leur dossier. Ils se sont consacrés à tout faire pour faire passer leur dossier. D'accord. Mais après... la validation des dossiers, il faudrait également se retrouver sainement et préparer la campagne proprement dite. Cette sérénité a un peu manqué, puisqu'il y a eu cette crise-là qu'il faut à coûte bien à coup sûr solutionner. Maintenant, ils sont restés en attente jusqu'à dernièrement que le processus, c'est-à-dire le non-consensus a été constaté. Donc ce n'est que après. Et se disant, qu'est-ce que le président de la République ferait? Ils étaient là à vouloir, bon peut-être, est-ce que nous allons nous préparer? Parce que se préparer aussi, c'est faire de l'investissement. Il ne faudrait pas qu'ils fassent ces investissements et qu'on reporte et subitement les élections. Ça risque de leur jouer un sale tour. Maintenant, ceci étant, la campagne... Moi, je me refuse la campagne, nous faisons... Je me refuse une analyse. De partager au fait cette position. Tous les autres partis peuvent être surpris, sauf ces deux. Nous faisons, en aucun cas. Nous faisons une analyse. Et en analyse, on ne peut pas coûte que coûte dire, puisque nous ne sommes pas au fait... moi, par exemple, je ne suis pas dans un état-major, donc je ne pourrais pas dire exactement avec précision ce pourquoi ça lambine actuellement. Je constate que le terrain n'était pas aussi ouvert, n'était pas aussi facile que d'habitude. Ça, c'est un constat général. Puisqu'il y a une crise là, il y a des mécontents là, et il faudrait savoir se doper d'arguments pour aller sur le terrain. Et là aussi, c'est tout le monde et tous ceux qui sont dans les états-majors, je présume, ne sont pas des sociologues pour comprendre des termes ou bien les mots à utiliser pour pouvoir adoucir et baisser la tension au niveau sur le terrain. Et il va falloir, et ce que je sais, ce que j'ai lu un peu par ici, c'est que les leaders de ces blocs ont dû réarmer autrement leurs militants pour savoir comment aborder les gens, comment aborder la population sur le terrain. Ça veut dire que c'est un travail qu'ils n'avaient pas prévu. Et maintenant, ils ont mis ça sur le tapis pour pouvoir toujours baisser la tension et que les élections ou bien la campagne se passe dans la paix et dans la joie. Vous avez sorti de ce que, le terrain leur serait aussi facile. Je ne crois pas. Je ne le crois pas, je ne le partage pas. Vous savez, ils seront sur le terrain. D'abord, ils vont se combattre réciproquement. Je n'ai pas affirmé. Non seulement ils vont se combattre, mais également, ils doivent pouvoir prendre des décisions à certains indécis. Ça fait déjà 3. Mais en plus de ces indécis, il faut également savoir baisser la tension au niveau de ceux-là qui n'ont pas leur parti au départ. Et ce qui ne doit pas nous échapper, c'est que le combat ici maintenant est passé, je dirais, d'une connotation à une autre. Le combat aurait pu être un combat à 10, mais maintenant le combat est à 2. Le combat est à 2 officiellement. À 2 et à 10. Le combat est réellement, sur le terrain là. Le combat est réellement à 2. C'est ce que les instances ont arrêté. Mais au fond, pratiquement, ce n'est pas à 2. Voilà. Pratiquement, ce n'est pas à 2. Parce qu'il y a une chose qui nous guette et
je sais. L'onde des 8 autres planeront quelque peu. Forcément. Les ondes des 8 autres planeront quelque peu. Forcément. Dans certaines localités. Forcément. Surtout acquises à certaines formations politiques. À certains leaders. Donc, c'est le combat que nous disons à deux, au fond, est plus que ça. C'est toujours le combat des 10. Parce que aux élections, si les autres... Par endroit, même plus que 10. Oui, aux élections, il faudrait que nous gardons cela dans notre esprit. Les autres aussi peuvent faire leur campagne. Et c'est d'ailleurs ce qu'on doit souhaiter. Les autres qui disent oui, on nous a écartés indûment, peuvent aussi appeler à aller voter bulletin nul. Et là, les choses changent carrément. Même si nous n'avons pas fait cette recommandation. Non, on demande à chacun d'aller jouer son rôle. À chacun d'exprimer sa citoyenneté. Ce n'est pas aller refuser d'aller voter qui veut dire qu'on est citoyen. Quand on est citoyen et qu'on a l'âge d'exprimer et d'aller voter, oui, on appelle tout le monde à aller voter. S'ils n'optent pas pour un candidat des deux listes, qu'ils aillent quand même voter pour qu'on puisse évaluer ceux qui ne sont pas d'accord aussi avec ce qui se fait actuellement. Et le drame, c'est que si ceux-là obtiennent des pourcentages assez importants, alors là, ça remettrait les choses encore à plat. Donc, nous pouvons faire un référendum sans forcément parler de référendum. Donc, moi, je dis, rien n'est gagné pour les deux blocs, rien et rien du tout. Qu'ils s'arment d'arguments pour aller comme ils le font sur le terrain et convaincre nous, citoyens, nous qui souhaitons renouveler nos militants ou bien nos représentants à l'Assemblée nationale. L'autre thème de la campagne qui fait que on sent que ça ne bouge pas, c'est que les gens, comme l'a dit M. Defordy, les gens sont optés au porte-à-porte, comme on dit. Hein, et là, vous avez vu, ils mettent l'accent sur des sorties de maison à maison, de groupe en groupe organisés. Et ils ont infesté, je vais dire, les réseaux de communication, beaucoup plus les réseaux de communication que d'aller organiser un meeting sur les publics et autres là. Ils sont infestés, je vais dire. Oui, ça c'est du négatif, envahi c'est mieux. D'accord. Même si je dis envahi, c'est aussi du négatif. Ils ont envahi les réseaux de communication, surtout les réseaux sociaux, et passent leur communication à outrance. Et également, vous prenez les journaux aussi, c'est qu'ils mettent l'accent beaucoup plus sur la communication. Et là aussi, c'est un type de communication qu'il ne faut pas ignorer. Très bien. Merci Stéphane Torra. Serge Defordy, Stéphane l'a dit, cette campagne visiblement se fait à deux, enfin entre deux formations politiques, sœurs ou non, certes, mais sur le terrain, la réalité sera tout autre parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a certaines contrées acquises qui portent depuis des décennies des couleurs de certaines formations politiques, je dirais, indétrônables. Quand je prends par exemple les contrées comme Porte-Novo et les encablures, on sait quel parti politique avait mise voilà, sur cette contrée. Il en est de même pour les Hauts-Collines, il en est de même pour une certaine partie de la 8e circonscription électorale. Alors, comment se comporteront les deux élus, les deux partis validés, les deux partis en liste dans ces contrées? Merci pour la question. J'aimerais vous dire que c'est là se trouve le grand problème. Aujourd'hui, les gens sont sous le poids des menaces qui ne disent pas son nom. Du coup, il y a un peu la panique. On va en venir plus tard aux menaces. On veut parler maintenant de stratégie politique, d'abord.
Oui, en matière de stratégie politique, je pense que tous les candidats en liste, bon, peut-être à l'exception de quelques-uns, mesurent plus ou moins la portée, ce que c'est que aller convaincre les gens. Et dans ces zones stratégiques, c'est ça que je dis, il y a le risque de ce que les militants fidèles à ceux que vous venez de citer là, vont vouloir se manifester d'une manière ou d'une autre. Maintenant, c'est à eux de jouer le management pour leur rassurer de ce qu'ils ne manqueront peut-être pas de ce qu'ils sont en train de penser pouvoir manquer si leur leader n'allait pas de l'autre côté. Donc, c'est à eux de jouer. Et jouer, c'est leur dire que l'intérêt, c'est de les rassurer de ce que l'intérêt général serait ce qui serait primordial quand ils seront de l'autre côté. Et avec... de par leur sincérité. Sont-ils aussi faciles à convaincre? Quand je prends par exemple l'OME, Porte-Nouveau, par exemple, et Ainovi, des gens à qui... Mais quand on prend Porte-Nouveau, ceux qui sont... quand on prend Porte-Nouveau, il y a des gens parmi ceux qui ont cette même mise sur Porte-Nouveau, il y en a qui sont républicains, il y en a également qui sont progressistes. Ce n'est pas tout le monde qui a manqué donc le rendez-vous. Quand vous prenez les républicains, il y a Sofiat, il y a l'honorable Sofiat qui est là. Quand vous prenez progressiste, il y a M. Aranvoy-Bla, et ils vont quand même convaincre. Donc ils vont voir une... Et vous avez vu maintenant que vous n'avez pas pu citer que deux. Non, je n'ai pas pu citer que deux, mais n'oubliez pas que le peuple, à un moment donné, nous avons compris qu'avait besoin de l'alternance, de nouvelles têtes. Et c'est l'occasion qui les a offertes. Il faut comprendre qu'ils vont prendre ça à bras le corps, je vous jure. Il y en a, ils sont déjà fatigués, entre griffes. Même ils ont dit, bon, dans telle zone, telle personne est indétrônable, c'est seul Dieu. Et le peuple, la jeunesse surtout, est déjà révoltée. Et elle veut déjà faire partie de cela. Oui, mais pas dans cette dynamique, pas dans une telle atmosphère. Pas dans une telle atmosphère, mais ce n'est que, comment on appelle, le rêve concrétisé pour la jeunesse. De voir déguerpir certaines personnes qui ont pris en otage leur localité et qui empêchent le développement de cette localité. Aujourd'hui, ils ont l'occasion, d'accord, de donner de chance à de nouvelles têtes pour exercer, pour montrer également ce dont ils sont capables. Et l'autre détail qui vous échappe, Serge Desfordy, c'est le caractère jeune de certaines listes. Enfin, quand je vois sur les affiches et autres, c'est à croire que les deux partis ont opté pour de nouvelles têtes que pour les classiques, les vieux politiques que nous connaissons par le passé. Il y a aussi que, en griffe, l'immaturité politique peut influencer quelque peu la donne dans cette atmosphère de calme tendu, très corsé, de méfiance. Je suis peut-être d'accord avec vous quand on dit que l'expérience, c'est ce que l'on a vécu. C'est le vécu et non ce qu'on a entendu. Mais on ne naît pas avec l'expérience de toutes les manières. On ne naît pas un grand politicien du jour au lendemain. Ceux qui sont là aujourd'hui et nous les respectons, ils ont pris par là à un moment donné. Je vous dis qu'aujourd'hui, la jeunesse a besoin, a soif de l'alternance. Chez moi à Glasgow, je serai sur une liste et vous allez voir comment les jeunes vont opter pour cette liste-là. Bon, l'essentiel est que nous sommes dans une idéologie et bien qu'ils ne soient pas sur la liste, ils savent, en tout cas le bloc qui, plus ou moins, bref, je ne veux pas aller plus loin. Mais déjà, je vous rassure que ça a répondu tout simplement à un appel de la jeunesse. Les jeunes ont besoin de l'alternance. Et moi, je salue déjà, et comme le fait, même, il y a des partis qui ne sont pas en liste, mais ils étaient dans cette dynamique. Vous imaginez les candidats en liste pour le parti UDBN, c'est rien que des jeunes, des femmes. Si. Voilà, c'est exactement ça. Ça répond à une question. C'est une vieille option qu'a faite ce parti. Mais c'est ça qui est bien. Ça répond à une question d'actualité. La question d'actualité dit quoi? Nous ne voulons plus de l'ancienne génération. Nous voulons une nouvelle génération pour imprimer une autre marque de gouvernance, une autre marque de contrôle de l'action gouvernementale. Mais c'est ce qui se passe et nous allons saluer. Vous allez voir que c'est ça là qui va même beaucoup changer les choses. Et les gens de l'autre côté, par exemple, je prends la 6e où il y a les jeunes et il y a plus ou moins les moins jeunes ou bien les vieux que je ne veux pas qualifier de briscards. Je vous rassure qu'ils ne dorment plus. Parce qu'ils savent que ces jeunes-là peuvent dangereusement convaincre, en ce sens qu'ils relèvent de nouveautés. Et les gens iront facilement vers eux. Oui, il y a la fougue, il y a la volonté, il y a l'énergie du côté des jeunes. Mais les jeunes auront-ils
les mots justes pour convaincre les autres, je dis. Pas seulement leurs militants, mais les militants des autres partis qui sont pour le moment appelés à vivre ces législatives tel un spectacle, qui ne participent pas. Les jeunes auront-ils les mots qu'il faut pour les convaincre à adhérer à leurs idées? Ils auront les mots pour les convaincre quand les leaders, leurs anciens leaders, mais les leaders de leurs partis respectifs jouent bien le rôle de la paix, comme l'a commencé déjà l'honorable Afiawe Prudencio, à qui il y aura un hommage, un vibrant hommage par ici, parce que je l'ai vu hier, je ne sais pas, ici c'est hier à Cotonou, où il a invité ses militants. Ils ont autour d'un repas, ça c'est bien pour le dire, malgré tout, n'allez pas à la violence. Je veux croire aussi à la sincérité tout le monde n'a pas ce charisme. Tout le monde n'a pas ce charisme. Et on ne va pas non plus contraindre les autres à faire l'option. Donc voyez-vous que pour convaincre déjà, pour quand on prend les militants de l'IDBN, qui aujourd'hui ont reçu le feu vert de leur présidente, de ce qu'ils ne végètent pas dans, comment on appelle, dans la violence et Elle a opté pour la paix, ils vont maintenant réfléchir et dire, mais peut-être ce n'est pas de mal, mais si j'aimerais bien prendre l'exemple entre deux mots, et deux mots, je vous en prie, on prend le moins grave, je ne sais pas. Exactement, c'est ce qui se passe. Je crois qu'ils vont pouvoir convaincre les gens, et bien les jeunes, et qui sont objectifs et qui font une lecture de la situation politique actuelle, vont pouvoir, même si les gens ne vont pas vers eux pour les convaincre, ils vont pouvoir... Et ça pose encore, ça revient sur le problème que je posais tantôt. Voilà, l'honorable Claudine Prudencio, puisque vous avez choisi cet exemple, restons-y. Elle vient d'opter pour la paix, n'est-ce pas? Eh bien, elle a mobilisé sur toute l'étendue du territoire national ses coordonnateurs, ses candidats, ses responsables à différents niveaux dans toutes les circonscriptions et leur a passé le mot qu'il faut. Eh bien, nous optons pour la paix. Mais maintenant, il revient aux autres, aux ténors progressistes, aux ténors républicains maintenant, de convaincre ces militants à faire leur choix, à partager leurs idéaux. C'est là, au fait, le gros jeu. Parce que, jusque-là, l'honorable n'a pas dit, eh bien, je vire aux progressistes ou je vire aux républicains. Mais, toujours est-il que ces militants ne gagneront pas les rues. Ces militants ne feront pas partie de ceux qui sont tentés de brûler ou, dans toutes les contrées du... Non. Donc, c'est clair maintenant qu'on ne comptera pas les militants UDBN parmi ceux-là, ces badauds. Oui, tout à fait. Ces potentiels badauds, devrais-je dire. Maintenant, il revient maintenant aux autres de venir, d'aller convaincre ces cadres. Un militant du parti UDBN, pour ma foi, devrait être beaucoup aguerri pour opérer un choix. Qu'on aille vers eux ou pas, c'est des gens, moi je dis, ils sont beaucoup aguerris pour opérer véritablement leur choix. C'est que selon leur discernement. Et ils sont face à trois choix. Ça veut dire quoi? Ils sont face à trois choix. Soit rester à la maison, chez eux, soit aller faire bulletin nul, soit voter bloc républicain ou bloc progressiste. Et de là, je vous rassure que ça fait... Stéphane Droit vient de distinguer 4. Rester chez soi, le nul, ou les deux, ou l'un des deux. Ou l'un des deux. Ou l'un des deux. Donc, par conséquent, ils peuvent dire, bon, moi, dans ma localité, bien que je ne sois pas d'accord avec les deux blocs, alors, de l'autre côté, je vois qu'il y a plus de jeunes, il y a plus de Sissi qui répond à tel critère, alors par conséquent... La jeunesse, ce n'est pas un passeport. Sans même attendre combien les convaincre. La jeunesse, ce n'est pas un passeport, il ne fallait pas tenir compte de la tête de jeunes, parce qu'il y a de jeunes là, Il faut leur donner la chance d'aller... Non. Il faut tenir compte aussi du talent, il faut tenir compte de la capacité, il faut tenir compte du savoir-faire politique. Comment vous allez savoir qu'ils sont capables si vous ne leur donnez pas l'occasion de le faire? Non, il faut les avoir vus d'abord par le passé. Qu'ont-ils fait? Si ce ne sont que des arrivistes... Donnez-leur l'occasion de les voir. Ah ben non, justement. C'est l'erreur qu'on a eu à commettre par le passé. Il ne faut plus hisser à certains postes de responsabilité des arrivistes, des générations précoces, des générations des immatures. Maintenant, il faut tenir compte du savoir. Ont-ils milité par le passé? Voilà, Stéphane. Le pan que tu développes là, ça m'intéresse beaucoup. Le militantisme, ça pose le problème de militantisme. Très important. Et puis, nous avons dans nos tests ici, les tests qui préparent le système politique chez nous, nous lisons que les jeunes ne sont pas mis à contribution.
On utilise seulement les jeunes comme bétail électoral. D'accord? Et si c'est pour des positionnements et autres là, on ne les voit pas trop. Lorsque je prends l'UDBN, qui a opté pour la jeunesse, c'est de... Les jeunes et les femmes. C'est de la vision, ça vient de la vision de sa présidente. Aucun test de la République ne l'y impose. Ça veut dire que c'est parce qu'elle se dit pour qu'il y ait évolution, pour qu'il y ait, comment nous appelons, renouvellement, relève de qualité au sein de son parti politique, il faudrait de plus en plus tendre la pêche à la jeunesse qu'elle a opté pour ça. Mais ailleurs, ce n'est pas ça. Ce qui pose le problème de la contribution de la jeunesse à la chose politique dans un État, ou bien dans notre pays. Et je vais toujours citer Kofi Annan, je le cite, qui disait que personne ne naît bon citoyen, aucune nation ne naît nation de démocratie, mais pour tous les deux, il s'agit plutôt de processus en constante évolution et que les jeunes doivent être inclus dès leur naissance. Dès leur naissance. Une société qui se coupe de la jeunesse, se coupe de sa source de vie et se condamne à mort. Pour dire quoi? Nous devons nous lutter pour que les niveaux de responsabilisation de la jeunesse, qu'on puisse revoir ces niveaux-là. Actuellement, nous disons, il faut aller aux élections, il faut pouvoir exprimer un vote là à partir de 18 ans. C'est l'âge de majorité. Mais pour être candidat à une élection législative, il faut avoir 25 ans. C'est déjà de la disproportion. Donc, on évacue les gens, on ne leur permet pas déjà de pouvoir commencer par apprendre la chose politique. Et pour être président dans notre pays, il faut attendre jusqu'à 40 ans. C'est de la discrimination aussi. Donc, amener les jeunes à s'intéresser à la politique, c'est déjà dans les tests. Dit que déjà dans nos tests, il faudrait que la jeunesse, à partir de tel âge-là, soit contribuée, que lorsqu'il s'agit des élections, que ce soit locales, municipales et législatives ou législatives surtout, il faudrait qu'il y ait une proportion donnée de jeunes et de femmes sur les listes pour que ces listes-là soient validées. C'est ce qui n'est pas le cas actuellement. Chacun essaie de surfer pour voir dans telle circonscription, si je mets un jeune là, ça pouvait accompagner ma liste. Dans cette circonscription, comme je n'ai pas de candidat aussi expérimenté dans la zone, bon, je prends le kidam qui est là, je le mets pour pouvoir faire le nombre. Ça, ce n'est pas accompagner la jeunesse, c'est plutôt continuer toujours pas utiliser, surutiliser la jeunesse pour une bonne fin, hein, parce que au résultat, ce seront toujours les gens qui sont très bien positionnés dans les zones où ils auront plus de votes là, qui seront élus. Même si la donne actuellement impose qu'il faudrait avoir un certain pourcentage de vote sur le plan national avant de prétendre à un poste au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, on doit plutôt continuer, si les partis confondent déjà l'effort de positionner la jeunesse et les femmes, on va les encourager, mais que cela soit reprécisé pour que les jeunes sachent que si je milite, j'ai un droit à positionnement contre le truc là, mon truc là, mon ardeur à rester au sein d'un parti politique, et que les partis mettent en place des écoles aussi, des écoles de formation. Des écoles de partis. Des écoles de partis pour aguerrir davantage les militants. Comme l'exigent les nouveaux tests. Voilà, pour que chaque jeune soit non seulement bien formé, mais également bien positionné pour que arriver à l'endroit où on prend les tests, on prend les décisions,
qu'on ne dise pas qu'on prend les tests les yeux fermés et qu'on prétend pour les quelques rares affiches dans la ville de Cotonou et ailleurs, une chose tombe bien sous le sens, il y a une véritable volonté de relève. Parce qu'il y a de nouvelles têtes et il y a de très jeunes. On est même tenté de se demander, qu'ont-ils pu dire pour convaincre les aînés, ces aînés qui, difficilement par le passé, n'aiment pas céder leur place. Qu'ont-ils pu dire pour les convaincre de leur permettre d'être deuxième titulaire, premier titulaire et autres par endroits, comme c'est le cas dans la 6e. Il y a certains jeunes, de très jeunes à la manière de... Dans la 15e aussi, oui. Il y a des très jeunes positionnés. Oui, maintenant le sont-ils pour l'aspect administratif. Oui. Ont-ils été positionnés pour leur mérite ou pour compenser ou pour équilibrer ou pour juste qu'on puisse se servir de leur cote dans la localité pour arracher quelques sièges ou quelques voix? C'est les deux, hein, les deux. Oui. Non, mais quand vous prenez les circonscriptions comme la 6e, si vous voulez qu'on en parle, c'est des jeunes qui ont un parcours de militantisme. Et ils ont convaincu sûrement les chefs, les responsables hiérarchiques de ces partis pour être là. Vous prenez Crescent Agosso, vous n'allez pas quand même oublier que c'est lui. Ces jeunes dont vous parlez, qui sont dans cette atmosphère bien positionnée. Ils ne sont pas... Ce sont des jeunes expérimentés. Vous prenez le CA, par exemple, le premier titulaire, le premier titulaire de ce parti, c'est le CA, Nathaniel Wekpe. Ça veut dire qu'il a déjà l'expérience de vote public. Il est CIA actuellement, c'est le CIA de Révier. Donc ce n'est pas un nouveau dans le... Il a beaucoup de choses pour convaincre de ce que, voilà, il a la capacité de le faire. Vous prenez le deuxième titulaire, qui est Crescent Agosso, c'est lui. Oui, on va pas lire votre liste, non, rassurez-vous. D'accord, donc c'est juste pour vous dire que ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. De manière insidieuse, rassurez-vous, on ne le fera pas. Ce n'est pas par hasard, c'est pas par hasard que ces jeunes-là se retrouvent sur ces différentes listes. Et je crois qu'ils feront... le boulot, vous allez voir qu'ils méritent réellement d'avoir le vote de la population. On le dit maintenant qu'ils ont une certaine chance parce que l'atmosphère est ce qu'elle est. Auront-ils le même capital de chance si le jeu était ouvert à 10? On ne peut pas dire non ni oui, parce que ils ne sont pas dans le secret des dieux. Peut-être que bien qu'il aura toutes les forces politiques agissantes, ils vont quand même aussi battre le plein et ils vont partir. Ils ne sont pas dans le secret des dieux. Encore n'oubliez pas que les gens, le peuple a soif de l'alternance. Oui, vous le dites. Et c'est une liste qui est la bienvenue, qui a répondu à cette question. Non, toutes les listes, même si les 10 autres partis, les 8 autres partis étaient présents, vous allez constater qu'il y aurait aussi des jeunes, de très jeunes aussi, d'aussi jeunes ou de plus jeunes que ceux proposés par ces deux partis en liste. Et vous avez donné tout à l'heure l'exemple de l'UDBN, qui n'a allié que des jeunes d'ailleurs. C'est un choix. C'est un choix pour ce parti. Alors, ma question, elle est restée posée. Vos jeunes, les jeunes de ces deux partis, les jeunes promus, auront-ils les mêmes chances si le jeu était beaucoup plus ouvert? C'est une question à laquelle vous pouvez répondre ou non. Vous n'êtes pas obligé. Si moi je dis que nous ne sommes pas dans le secret des dieux, et par conséquent, nous ne pouvons pas dire oui ou non. Non, mais dans une compétition, lorsqu'il y a plusieurs listes à affronter, la probabilité est beaucoup plus faible que lorsqu'il y a moins de listes à affronter. Donc, si les autres étaient présents et positionnant aussi de jeunes capables, de jeunes... peut-être plus influents. Plus influents. Oui. Plus cotés. C'est à l'élection qu'on saura que, bon, celui-ci, celui-là a pu avoir le dessus. Le peuple aussi, même en voulant de l'alternance, choisir entre deux jeunes toujours. Donc, la compétition restera toujours ouverte. Mais nous n'en sommes pas là. Et ceux qui sont là vont s'affronter. Puisqu'ils sont déjà tous positionnés jeunes, on verra ce qu'ils vont donner. De toutes les façons, nous aurons une assemblée avec beaucoup de jeunes et espérons que ce qu'ils ont fait pour mériter et leur positionnement
qui continuent de le faire pour impacter le pays et de ne pas rester... Le débat, rassurez-vous, n'est pas au procès aux jeunes. Mais vous savez, comme je me plais à le dire par rapport à ceux qui comparent Lionel Messi à Cristiano Ronaldo, par exemple, je voudrais retrouver ces mêmes jeunes dans une échéance, dans une joute électorale beaucoup plus ouverte pour voir de quoi, ce qu'ils pèsent réellement. Je crois qu'en 2022, vous n'aurez pas la même position. Ils seront suffisamment déjà outillés pour affronter les ténors. Vous allez voir. Puisque je vous donne la garantie. Ce pourquoi je le dis, ce pourquoi j'y insiste, vous savez, à l'étape actuelle des choses, on connaît les presque élus déjà. Vous êtes d'accord avec moi? C'est vous qui le dites. Hein, c'est pas moi qui le dis. Écoutez, quand vous prenez... C'est les unes quand vous croisez... qui déterminent quand vous croisez, par exemple, vous prenez la 15e et la 16e circonscription, par exemple. Cotonou et ses encablures, on connaît pour les deux listes, on connaît d'office ceux qui sont plus ou moins élus. Quand vous prenez la 10e par exemple, écoutez, il y a Agua avec son IP qui va prendre les 3. Les républicains de Okulola Degla, il dit qu'il va prendre les 3. Oui, c'est de bonne guerre. Mais écoutez, aucun parti ne dira... Aucun parti ne vous dira qu'il n'est pas tenté de prendre les 3 sièges. Mais alors... La bataille réside dans le positionnement. Dans le positionnement. N'allons pas finir dans les pronostics. Non, les têtes de liste... les résultats des urnes. Les têtes de liste, vous convenez avec moi que les têtes de liste ont déjà d'office... un fort capital de passé. Non, écoutez, vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle. Ça c'est suffisamment clair à lire. Hein. Alors, vous savez de quoi je parle, même si vous refusez de l'admettre maintenant. Et ce ne serait pas aussi facile à dire si c'était 4, 5, 6 partis. On ne dira pas que les 2 têtes de liste sont d'office passé. Ah ben non. Alors... Que retenir maintenant, Stéphane Dora, de la suite du processus? Bon, par rapport à la suite, nous avons déjà abordé un peu, hein, c'est que la campagne se passe dans la paix, dans l'allégresse, qu'il n'y ait pas d'invective et que les leaders d'opinion, les leaders politiques apaisent un peu la tension. Et ça a déjà commencé avec l'honorable Claudine Prudencio. Prudencio. Oui, mais tous les autres auront le courage, auront la force nécessaire, le charisme qu'il faut pour faire une recommandation. Des leaders charismatiques comme l'honorable sortent pour apaiser. C'est que les autres n'ont plus de marge de manœuvre que de se dire, bon, si dans sa zone d'influence, elle a appelé la paix, ce n'est pas moi qui n'ai rien dans cette zone-là qui va appeler à la violence. Donc, les gens vont entendre raison pour appeler chacun à considérer l'autre concitoyen comme frère et rester dans la dynamique de la paix. L'autre chose aussi, c'est au niveau des leaders religieux également. Et ils ont commencé aussi par apaiser. Parce que, comme on a l'habitude de chanter la paix, ce n'est pas que sortir des propos et appeler à la paix, mais également c'est de poser des actions véritablement pour que chacun lise ce pas de paix en soi. Surtout qu'on dit que pour le meilleur, on commence toujours par soi. Enfin, les leaders de nos religions endogènes aussi, qui de temps en temps et de plus en plus sortent pour appeler à l'union, à l'unité et à la paix. Et ils le feront encore cet après-midi à 16h. Le clergé catholique donne rendez-vous à la presse nationale pour se prononcer encore sur la situation politique. Donc, tout est en train d'être balisé pour que nous ayons une élection paisible et qui réponde à nos aspirations. Et que nous comprenions surtout que nous sommes les mêmes. En fait, nous manquons de la culture de l'unité. Si ce n'est pas que cette culture de l'unité nous manque, on ne peut pas être contre son frère. Que nous ne partagions pas les mêmes idéologies ne veut pas dire que nous n'allons pas défendre l'intérêt
du pays. Donc, si nous pouvons nous dire... C'est de la politique qu'il s'agit. Si nous pouvons nous dire que, quel que soit ce qui va se passer, le pays est plus important, le pays est plus fort que chacun de nous, pris individuellement, que chacun de nous est considéré dans ses intérêts-là, c'est que nous devons aller à cette paix-là et poursuivre dans la paix, dans la quiétude, et le processus. L'autre aspect que je voudrais ressortir, ça revient aussi également à ceux qui sont surtout en liste pour les élections, qu'ils aient de comportement de rassemblement, qu'ils aient de comportement de cohésion et que les écarts de langage, l'égoïsme débordant qu'ils avaient adopté, qu'ils essaient d'adoucir ces comportements-là. C'est très important. Pour que les autres puissent se sentir aussi en eux. Nous avons parlé de la sortie de l'honorable appelant la paix. J'aurais été dans l'état-major de chaque parti en liste là, que je conviendrai, je négocierai avec elle pour rencontrer ces militants, ces leaders, afin de leur faire passer chacun les projets. Ça participe également au rassemblement et à la paix, pour que nous allions et que nous éteignions le monde encore pour une fois et vivre paisiblement, parce que nous n'avons pas d'autres nations où recourir en temps de trouble et en temps de guerre. Étonnerons-nous encore le monde, comme vous le dites, la question reste posée. Je continue de croire un peu comme l'ancien ambassadeur du Bénin en Turquie, Moïse Kérékou, qui disait invité par nos confrères de l'événement précis, il disait qu'il croit au génie béninois. On attend de voir comment le génie béninois va encore frapper cette fois-ci, au soir peut-être du 28 avril. Alors, Serge Defodji, pour finir. Pour finir, je vous dirais tout simplement que le génie béninois va encore frapper une fois encore. Et cela, il y a les autorités qui, déjà manifestement à travers leurs paroles, ont commencé déjà à changer un peu la donne. Le vendredi, j'ai suivi un discours d'Adrien Humbeji qui a été un discours beaucoup plus rassembleur, beaucoup plus, en tout cas, d'espoir. Mais qui ne manque pas de verbe. Ma foi, qui ne manque pas de verbe. Cependant, j'ai été fier de ce qui n'a pas appelé quand même, qui n'a pas voulu végéter dans certains règlements. Il n'a pas manqué d'appeler au sursaut patriotique. Tout à fait. Mais il a bien quand même, le texte était bien cohérent pour ne pas donner allusion de ce que nous devons aller à la violence pour trouver véritablement ce sursaut patriotique. J'ai lu également le président de la République à travers sa tribune Facebook où il disait que la tribune n'ira jamais dans le décor sous la conduite de Patrice Talon. Nous croyons en lui qu'il peut donc prendre cette disposition pour qu'on n'aille pas à l'extrême. J'ai lu également hier, pas plus tard qu'hier, le président Boni Yayi qui a appelé les villageois à gêner et à prier. Donc, toute chose, je crois que c'est ça. Cela allait bien à la période. Cela allait bien. Cela voudra juste dire que lui-même, il ne veut pas opter pour la violence. Même si ce sont des langages qu'il faut prendre avec beaucoup de réserve. Parce que vous n'avez pas oublié que c'est un monsieur assez rusé qui se fait beaucoup passer comme... comment on appelle, un saint. Bon, moi, je ne suis pas dans le... Je ne suis pas Dieu pour dire qu'il ne l'est pas. Je vous le conseille. Cela n'engage que vous. J'aimerais donc inviter les jeunes à éviter les provocations. Aussi bien les candidats également, de ne pas végéter dans les provocations. Parce que les jeunes sont déjà un peu frustrés. Pas un peu, suffisamment frustrés. Suffisamment frustrés. Mais s'ils ne vont pas, ils ne vont que vouloir à eux-mêmes. Bref, et ce sont des parties de langage qu'il faudrait éviter davantage. Parce que c'est un langage que partagent certains... Même pas je retire alors les mots. Je retire alors les mots et je dis qu'on devrait éviter, de provoquer. Dans leur position,
si on en arrive dans leur contrée à l'énerguer davantage, comme quoi vous avez passé votre temps à vous reposer dans les meetings et autres, c'est ce pourquoi il y a vous que plongez encore trop. Il faille préciser. Monsieur Davor, je nous invite à éviter les provocations. Tous ces propos. Recommander ce mot-là et que les jeunes ne se donnent pas, quoi qu'en soit la chose, d'opter pour la paix. Comme l'a dit l'ancien président ivoirien, Mfou Mbaye, qui dit la paix n'est pas un vrai mot, mais un comportement. Est-ce que c'est à travers ce qui sort de notre bouche, ce que nous posons comme acte, que le Bénin pourra sortir gagnant au-delà de tout. Serge Defordy, Stéphane Toha, bonne journée à vous. Merci pour ces moments d'échange. C'était le décryptage, le premier numéro. Rendez-vous demain pour un autre débat.